Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Demain TV pour un nouveau VIP Club. La France 2008 est une France plurielle, multiculturelle et métissée, mais qu'en est-il en politique? Nos very intéressantes personnes du jour vont nous en dire un peu plus dans un instant. En plateau, à mes côtés, Faisal Douane, Amirou Laïdi et Garcin Joseph Sylvestre. Ne bougez pas. Et notre premier invité pour ce VIP Club consacré aux politiques, c'est Faisal Douane, qui est membre du Conseil national du Parti socialiste. Bonjour Faisal, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Mais je vous en prie. Alors vous allez nous parler un petit peu plus tout à l'heure de votre carrière politique, mais on va commencer par le commencement. Il était une fois, vous êtes français d'origine algérienne. Oui. Vous êtes né ici. Je suis né à Grenoble. Vous êtes né à Grenoble, vous avez grandi dans les quartiers populaires de Grenoble. Quartier difficile ou pas? Pas particulièrement. On n'appelait pas ça de quartier difficile, on appelait ça de quartier populaire. Mes parents étaient d'origine populaire, donc on a habité dans des quartiers de Grenoble, et on y vivait bien, et on avait beaucoup d'amis. Vos parents sont tous les deux de l'Algérie? D'origine algérienne, oui. D'origine ou ils sont nés là-bas? Ils sont nés en Algérie, et on est venu en France ils sont venus en France en 62. D'accord, donc après la guerre. Vos parents ont essayé d'entretenir la culture algérienne pour vous, qui êtes nés, vous et vos frères et sœurs, qui êtes nés ici, ou pas particulièrement? Pas particulièrement, non, pas du tout. Ils étaient en France, donc ils ont agi en français, mais avec toujours quelques restes de la culture algérienne qui transparaissaient. Mais la langue, un petit peu, quoiqu'à la maison on parlait français. Oui. C'était important pour les enfants, donc ils ont essayé de leur inculquer des valeurs. Donc on parlait en français, ce qui était utile pour faire les devoirs, par exemple. Ils surveillaient beaucoup oui, tout à fait. L'éducation, c'était quelque chose d'important. On avait 6 enfants. Mes parents étaient très fiers que tous leurs enfants avaient réussi le bac. On a tous suivi des études supérieures, donc il y avait une surveillance très attentive de notre mère et de notre père. En grandissant donc dans ce quartier populaire, comme vous disiez, autour de Grenoble, est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait une réelle mixité, donc qu'on voyait la France qu'on croise dans la rue, ou est-ce que vous aviez l'impression de vivre dans un endroit qui était peut-être enclavé par rapport au reste? Vous savez, à cette période-là, on était jeunes, donc on avait des copains de toutes origines, donc cette question-là ne se posait pas. En me rappelant un peu de mes amis, ils étaient bien sûr de toutes origines. C'était des jeunes dont les parents étaient ouvriers, salariés, professeurs. Donc le mélange était effectif dans mon quartier. Mais vous aviez quand même l'impression d'avoir quelque part une double culture ou pas du tout? Ou vous étiez vraiment le plus Ah non, on ne se posait pas français. la question. La culture, c'était la culture foot, c'était la culture école, c'était la télévision. Donc on se sentait soi-même. On ne se posait pas la question est-ce qu'on est français, est-ce qu'on a une double culture, etc. Cette question-là, on ne se la posait pas. Moi, j'ai commencé à me la poser très très tard. C'est quand on m'a dit voilà, tu n'es peut-être pas tout à fait français. Mais la question, ça vient de l'extérieur. C'est par rapport aux autres, c'est pas par rapport au regard des autres, non pas par rapport à son regard soi-même. On ne se regarde pas dans une glace tous les matins. Vous avez fait des études d'économie, oui, tout à fait. Maîtrise d'économie, et en préparant l'émission, j'ai vu que vous êtes tombé dans le militantisme par le biais de vos études. En fait, quand vous étiez, qu'est-ce qui vous a motivé? Écoutez, moi j'étais étudiant à la fac de Grenoble 2 en sciences sociales. Ensuite, il y a eu les mouvements contre la loi de Devaquet, donc la hausse des droits d'inscription, les numerus clausus. Donc j'étais étudiant et j'étais contre cette loi, donc j'ai commencé à militer comme la grande majorité des étudiants de ma génération contre cette loi pour l'égalité. Donc je suis rentré dans le militantisme syndical. Ensuite, je suis devenu... Donc il y avait déjà quand même l'idée de s'investir pour l'égalité malgré tout. Ah tout à fait, pour la solidarité, vous savez, aider son prochain. Donc on était étudiants, donc le numerus clausus ne s'appliquait pas à nous, c'était aux générations suivantes. Et on a considéré qu'une personne qui avait son bac devait rentrer automatiquement à l'université. Donc on s'est battu pour cette justice. Et quand vous étiez au sein de cette faculté, vous aviez l'impression, encore une fois, que tout le monde avait accès à l'éducation de façon libre et non arbitraire? Je le pensais, mais avec du recul, non.
avec du recul, non. On voit bien qu'il y a un système de reproduction sociale qui est quasi absolu en France. Fils d'ouvrier, on a plus de chances de rester ouvrier que de devenir cadre sup. Donc le niveau de reproduction sociale en France est quasi absolu. Et beaucoup de mes copains de maternelle, de primaire, ne sont pas allés jusqu'à l'université. Comment on explique ça? Parce que je pense qu'on a un système de reproduction qui est inégalitaire, qu'on ne met pas suffisamment d'argent dans l'enseignement, que l'on n'aide pas suffisamment ceux qui en ont le plus besoin, et que quand on regarde bien les dotations budgétaires allouées à tel et tel collège ou lycée, on se rend compte que les collèges des centres-villes, des lycées ont plus d'argent, alors qu'ils en ont le moins besoin que les collèges qui sont dans les quartiers populaires. Vous avez l'impression qu'il y a eu une dégradation entre la période où vous viviez dans ces quartiers populaires et maintenant? Ah oui, c'est très flagrant. C'est une dégradation sociale? C'est une dégradation parce que les gens ne sont plus mélangés ou parce que les gens sont parqués les uns les autres? Je pense qu'on a cette tendance lourde de parquer les gens par origine sociale, par origine ethnique, qui est de plus en plus forte en France. Je pense qu'il y a de moins en moins de solidarité, il y a de moins en moins de redistribution, et ça se voit. Les émeutes de 2005 l'ont prouvé. Il y a une demande de justice sociale très forte. Vous savez, en 2005, ces émeutes, c'était avant tout une volonté de plus de France, de plus d'égalité. Et on s'est rendu compte que la société française ne se souciait très peu de ces jeunes qui étaient parqués dans des quartiers et à qui on disait, ben voilà, pour réussir, il faut réussir à s'intégrer. Et ces jeunes-là, on s'est rendu compte après, qu'ils passaient des concours, qu'ils réussissaient, etc. Mais malheureusement, il y avait des discriminations très fortes qui leur empêchaient d'avoir accès à un premier entretien d'embauche, d'avoir l'égal accès à des postes de responsabilité, indépendamment de leur qualité, de leur qualification. Mais déjà, il y a un vrai problème quand justement on demande à ces jeunes de s'intégrer, alors que la plupart sont français. Ils sont français, ils sont nés en France, ils ont uniquement que des papiers français. Ben oui, mais ça leur a posé un véritable problème. Dans la télévision, il n'y avait pratiquement pas de noirs présentateurs, on ne les voyait pas. Moi, quand j'étais jeune, les seuls artistes ou comédiens noirs, ils étaient américains. Moi, j'étais persuadé que tous les noirs étaient américains. C'est quand même c'est un véritable comble. Et on avait très peu de cadres issus de l'immigration, alors que dans les universités, il y en avait qui passaient des concours administratifs, qui étaient majors de promo. Et malheureusement, le fait d'avoir une autre couleur de peau que la majorité les excluait de tout poste de responsabilité. Donc c'est contre ces injustices, contre ces inégalités et ces discriminations que les jeunes se sont révoltés. C'est pas parce qu'ils n'ont pas les mots pour s'exprimer que leurs revendications n'étaient pas politiques. C'était des revendications politiques. Et malheureusement, la France est un pays qui bouge quand il y a de la violence. Quand les paysans, les agriculteurs veulent se faire entendre des pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer par brûler une préfecture, une mairie, d'aller embêter le député du coin. On les voit, le ministre arrive et distribue de l'argent. Et ben, les jeunes, ils ont fait la même chose. Ils sont moins critiqués. Ils sont moins critiqués, ils sont moins étiquetés. Mais bien sûr, c'est plus on ne les traite pas de casseurs. Ah non, mais les jeunes, ils ont fait la même chose. Mais ils ont vu les paysans, les agriculteurs, ça marchait. Ils ont dit, pourquoi pas nous? C'était quand même un comble, mais ils ont quand même brûlé l'école de leur petite sœur. Ils ont brûlé la voiture du voisin. C'était quand même symbolique, mais c'était quand même lourd de sens. Pour moi, est-ce que c'est pas un rejet justement d'une des institutions françaises, quoi, l'école qui les met en marge et qui n'est pas adaptée, ou qui ne cherche pas à les adapter ou à les mettre dans des sorties de garage, quoi. Bien sûr, mais le paradoxe, c'est que les enseignants les plus frais, c'est-à-dire qui viennent juste d'avoir leur diplôme, sont mis dans les lycées les plus difficiles. C'est un véritable comble. Si on voulait inverser la tendance, c'est pas compliqué. C'est installer directement les écoles de la réussite, les préparations à concours prestigieux dans ces quartiers-là. Et non pas leur demander de quitter leur quartier, faire du busing et les amener au centre-ville. Je pense que le busing, si on le met en place, faut que ça permette à les jeunes des centres-villes d'aller dans les quartiers et les jeunes des quartiers d'aller dans le centre-ville. Ces quartiers, c'est la France, c'est aussi la France. Ce n'est pas... moi, quand j'entends quelques responsables politiques me dire ouais, je vais en banlieue, mais la banlieue, c'est la France, c'est quand même un comble. Cette frontière imaginaire entre la banlieue et les centres-villes doit être cassée.
Quand vous étiez plus jeune, quand vous regardiez la télé, les seuls noirs ou non blancs, puisque c'était des Américains, vous avez le sentiment, enfin vous en aviez le sentiment à l'époque que ça manquait de référence, ou vous ne vous rendiez pas compte? On ne s'en rendait pas compte, je pense, parce que cette conscientisation n'était pas encore là. On voyait ça, c'était quasi normal, comme on ne voyait pas qu'on avait une Assemblée nationale qui était quand même très communautarisée, avec que des hommes blancs, monocolores, alors que des femmes étaient exclues de toute représentation politique. Moi, je me rappelle, à mon époque, on m'expliquait, jeune militant socialiste, que les femmes n'avaient peut-être pas toutes les qualités pour être maire, pour être députée. Ça vous fait rire, mais c'était le cas il y a quelques années. On nous expliquait que les femmes n'avaient pas les qualités, que c'était peut-être pas un métier pour elles, qu'elles avaient... et puis qu'il n'y avait pas de femmes qui voulaient faire de la politique. On nous expliquait ça. Actuellement, on entend... Donc on vous expliquait en gros que les seuls aptes à faire de la politique, c'était des hommes blancs de plus de 50 ans. Avec de l'embonpoint. Voilà, c'est tout. Ben oui. Et en politique, on nous expliquait aussi que les Français issus de la diversité républicaine n'étaient peut-être pas tout à fait aptes à faire de la politique, à être élus, à être députés. Il n'y avait pas réellement d'arguments solides. On nous expliquait que les Français ne voulaient pas voter pour des personnes qui représentaient autre chose que leur imaginaire. Voilà. Alors qu'on s'est rendu compte lors des dernières sélections, quand on a présenté les Français issus de l'immigration pour les cantonales, les législatives et les municipales, que ça ne dérangeait absolument personne. C'est-à-dire que les scores sont au moins les mêmes, voire plus? J'ai fait une analyse électorale sur cette question-là. Quand on présentait un Français issu de l'immigration, j'ai comparé 2004 à 99. Quand on présentait un candidat durant ces deux périodes-là pour le Parti socialiste, à chaque fois, le candidat faisait plus. À chaque fois. Il y avait la progression naturelle du Parti socialiste, plus une plus-value de 2 à 3%. C'est-à-dire qu'il y avait un réveil des abstentionnistes qui en avaient marre de voter toujours pour les mêmes personnes, qui voyaient depuis ces 20 dernières années ça. Ils ont dit, tiens, c'est pas mal, on a un nouveau candidat, différent, il est plus sympathique, je suis peut-être pas tout à fait de sa couleur politique, mais au moins, le parti, il a fait preuve de courage, je vais voter pour lui. Et puis ça réveillait les jeunes qui en avaient aussi marre de voir tous les mêmes personnes, le même discours, le même langage, les mêmes éléments de discours, etc. Ils ont voté pour ces candidats issus de la diversité. Et aux dernières élections municipales, il y a quand même eu des candidats qui ont été élus à Marseille. Samia Ghali, qui à mon avis va bientôt devenir sénatrice. Il y a Eddy Haidt qui a été élu à Poissy. On a un candidat à Vichy. Donc les Français sont plus pragmatiques que nos élites politiques. Dans votre parcours au sein du Parti socialiste, vous avez été victime directe ou pas vraiment directement de discrimination? Eh bien, je peux vous dire non, mais ça va faire rire tous vos téléspectateurs, évidemment. Mais il y avait une telle discrimination quasi absolue qu'elle était invisible. C'est-à-dire, Yamina Benguigui parle de plafond de verre. Ce plafond de verre existe aussi en politique. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, on était militants au niveau local. On arrivait les meilleurs ou les plus résistants à avoir des responsabilités au niveau départemental. Mais quand Déjà au niveau des militants, il y a beaucoup de personnes issues de la diversité. Oui, mais bien sûr. Mais plus on monte, plus ça s'éclaircit. Voilà, et on n'avait pas d'explication politique pourquoi il y avait une disparition de la diversité républicaine, la diversité française dans les sphères politiques. Et quand on a commencé à poser cette question avec Barry Zacharie, qui est maintenant sénatrice de Paris, il nous expliquait mais non, c'est pas vrai, faut attendre un peu, il n'y a pas véritablement de problème. Il faut attendre un peu. Il faut attendre un peu, naturellement. Quand on a commencé à leur répondre argument par argument, le Parti socialiste et l'ensemble des partis en France se sont rendus compte que ça ne pouvait pas durer encore très très longtemps, que cette situation de quasi-apartheid politique qui existait devait disparaître. Parce que, mais qu'est-ce qui se passe quand on est à l'intérieur d'un parti socialiste ou autre parti? Parce que j'imagine que ce n'est pas spécifique au Parti socialiste. Quand on est militant, quand on a donc des convictions politiques, qu'on est investi et qu'on fait partie de la diversité et qu'on se prend ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Il y a deux manières. Mais la première, beaucoup de militants sont partis. Donc il y a un turnover très important dans les partis politiques. C'est-à-dire que les militants arrivent, plein de bonnes idées, etc., voulant faire les choses. Après, ils se rendent compte que le système est profondément inégalitaire, qu'il y a une reproduction des élites. Il faut être fils d'eux pour réussir dans tel parti, etc. Donc ils partent. Et si bien que quand on regarde les partis de gauche, il y a beaucoup de jeunes issus de la diversité républicaine et
très peu d'anciens. Ça veut dire qu'ils ont renoncé, Ils ont renoncé. À une amélioration. Il y a un renoncement, je ne vais pas voter pour mon propre parti, je vais faire autre chose, etc. Et c'est pour cela qu'en 2002, on est arrivé à un taux d'abstention de 50%. Et quand on demandait aux gens pourquoi ils ne votaient plus, ce n'est pas parce que c'est des mauvais citoyens, parce qu'ils disaient votre choix ne me convient pas. Et la seconde partie, enfin, la seconde solution, c'est de se battre. Donc, argument par argument, c'est écrire des textes, faire des contributions, alerter la presse. On a beaucoup travaillé avec des journalistes pour expliquer notre combat. On a communiqué à l'extérieur du parti et on a essayé de faire pression dans notre propre parti à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, il y a une telle chape de plomb qu'on a essayé qu'on était obligé de respirer un peu à l'extérieur pour rentrer dans un système quasi féodal. Du coup, quand on rentre comme ça dans cette énergie, dans cette volonté de dénoncer les choses et d'essayer de faire avancer les choses, est-ce que vous n'êtes pas montré du doigt en disant oh là là, ça y est, on va arriver, oh là là, ça y est, on va repartir dans les débats qui ne sont pas, qui pour eux peut-être ne sont pas prioritaires, ne sont pas essentiels? Évidemment, on les emmerde. Ils sont là, ils ont leur mandat, ils sont heureux, la vie est belle pour eux, etc. Et puis on arrive, on dit que c'est injuste ce que vous êtes en train de faire et que nos arguments sont les bons. Et alors vous parliez tout à l'heure de listes communautaires. C'est assez amusant parce que généralement, dans les médias notamment, quand on parle de communautaire, on ne parle pas de liste blanche, quoi. En télé, par exemple, sur un plateau, quand il n'y a que des personnes blanches, on ne parle pas de plateau communautaire. Or, sur une autre émission, s'il y a plus de 3 maghrébins et 2 noirs, voilà, on parle tout de suite de communautarisme. Nous, on a décidé d'inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire que la société française est diverse. Il y a des origines multiples. On a considéré qu'une liste monocolore, qu'elle soit noire, verte, violette ou blanche, est une liste communautaire. Donc on leur a dit clairement, vous êtes en train de communautariser le pays. Ils étaient un peu choqués parce qu'ils avaient plutôt l'habitude de nous dire, écoutez les gars, moi je suis contre le communautarisme. Nous, on leur a dit, nous aussi, on est contre le communautarisme. Prouvez-nous que votre liste n'est pas communautaire. Donc, ils ont commencé à se regarder entre eux et ils ont dit, effectivement, il y a peut-être un problème. Donc, ils sont allés chercher d'autres personnes, etc. Malheureusement, il y a une tendance lourde, c'est que l'homme issu de l'immigration fait plutôt peur. Donc, on va essayer de chercher la jeune fille. Ensuite, qu'est-ce qui fait peur? C'est le fantasme. C'est l'homme, oui, c'est le fantasme de l'homme qui fait peur, etc. Un peu délinquant, un peu islamiste. Enfin bon, ça, c'est les retours que vous avez de la population ou c'est les retours que vous font les politiques? Mais c'est jamais de la population. C'est toujours de ceux qui essayent, à partir d'une cause noble, d'en faire quelque chose d'un peu moins noble, de gérer la diversité. On n'a pas voulu résoudre ces questions essentielles d'égalité. On essaye de gérer ces questions-là. Ou de contourner parfois aussi. Contourner, mais complètement. Ensuite, la deuxième tendance lourde, mais qui est générale à droite et à gauche, c'est d'essayer de trouver une personne issue de la diversité républicaine qui n'a pas beaucoup d'expérience, un peu plus malléable. Donc on évite de prendre des militants, on va essayer de trouver la personne qui n'a pas beaucoup d'expérience. Donc ils préfèrent prendre quelqu'un, admettons, issu de la diversité, qui n'a pas beaucoup d'expérience, donc qui peut-être a moins de chances que les gens votent pour elle, plutôt que quelqu'un qui aurait les compétences, l'expérience, mais qui aurait une conscience politique plus aiguisée. Ah oui, complètement. L'expérience, c'est le talent. C'est de la manipulation pure et simple. Évidemment, mais l'expérience et le talent est discriminant pour les Français issus de l'immigration. Si bien que quand on a étudié les discriminations à l'emploi, on s'est rendu compte qu'un bac plus 4 était plus discriminé qu'un CAP. C'est-à-dire un jeune issu de l'immigration qui avait un CAP, dans l'imaginaire ambiant, le CAP devait trouver un emploi d'ouvrier, d'homme de ménage, femme de ménage. C'était simple. Il y a certaines catégories de métiers qui sont réservées à un diplômé issu de l'immigration, bac plus 5, bac plus 6, etc., avait des difficultés énormes. Et ça a été quantifié par la HALD. Il y a eu des études qui ont été faites où on s'est rendu compte que le niveau de qualification, le niveau de diplôme était discriminant pour un Français issu de la diversité, issu de l'immigration. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses dans la mesure où les personnes qui sont à la tête de ces institutions, celles qui créent l'élite française, restent les mêmes? C'est-à-dire toujours les hommes blancs vieillissants. C'est une vaste question. Comment est-ce qu'on peut changer si eux-mêmes n'ont pas, ou pas conscience, ou pas l'envie, ou l'envie de garder le monopole? Comment est-ce que ça peut se répercuter sur le reste de la pyramide, quoi? Il y a un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On évolue, mais uniquement dans la lutte.
C'est-à-dire que sans rapport de force quotidien, visible, ça ne marchera pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des lobbies? C'est-à-dire qu'il faut des lobbies forts, constitués. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont constituées, de groupes qui sont constitués en lobby, mais républicains. Parce que généralement, le mot lobby, c'est un gros mot, ça fait peur. Ou bien groupe de pression républicain qui se base sur des valeurs et qui rappellent que la France est multiple, que la France n'est pas monocolore, n'a pas une seule religion, c'est quelque chose de naturel pour tout le monde, sauf pour ceux qui ont le pouvoir. Au niveau politique, il est maintenant impossible qu'un maire d'une grande ville présente une liste monocolore. Parce qu'il y a eu des combats politiques. Au niveau médiatique, il est impossible maintenant que dans un plateau, il n'y ait que des hommes d'une seule couleur. C'est impossible maintenant. Il y a des hommes, des femmes, des personnes d'origine différentes, et puis, il y a plein de comiques. On n'est pas encore tout à fait arrivé. Hein, oui, mais ce qui est important, c'est de voir la tendance. Au niveau de la tendance... Vous avez l'impression que depuis 2005, par exemple, la crise des banlieues, vous avez l'impression que la tendance va dans le bon sens? Je ne dis pas qu'elle va dans le bon sens. Je pense qu'il y a une amélioration. Voilà, il y a une amélioration, mais il peut y avoir un retour en arrière si on arrête de se battre. Et vous croyez pas que ça peut être juste mais les féministes le savent. Hein, elles sont battues pour un certain nombre de droits, droit à l'avortement, droit à l'égalité salariale, etc. Et pourtant, il y a encore une femme cadre est payée 20-30% de moins qu'un homme cadre à un niveau de qualification égal. Je pense qu'elles ont intérêt de se battre encore pour arriver à l'égalité ou à l'équité. Et malheureusement, beaucoup de jeunes femmes actuellement considèrent que l'égalité est naturelle. Non, il peut y avoir un retour de balancier, et on le voit au niveau mondial, le droit des femmes est en recul uniquement parce qu'elles ne portent pas ces valeurs d'égalité qu'est le féminisme. Et vous ne pensez pas que, justement parce que vous parliez d'égalité, vous avez parlé des femmes, il y a eu la parité en France, la loi de la parité. Est-ce que, du coup, pour la question de la diversité, est-ce qu'il faut en passer par ce type de loi pour qu'il y ait une obligation de résultat? Écoutez, au niveau du genre... Contrôle. Oui, un contrôle. Moi, quelque chose de concret. Je suis partisan qu'il y ait des objectifs chiffrés, qu'on arrive à voir si au niveau de la tendance, il y a une progression ou pas. Voilà. Donc, on peut très très bien dire, là actuellement, on est sur un rapport de 1 issu de la diversité sur 100, il faut arriver à 10 ou à 15, etc. Je pense qu'il doit y avoir des objectifs chiffrés, étalés dans le temps. Je suis résolument contre les quotas parce que ça ne fonctionne pas. Mais si on les met en place, moi, ça ne me dérangera absolument pas. Mais c'est très compliqué à mettre en place. Et vous pensez que que la HALD, par exemple, ça change quelque chose, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité? Vous pensez que concrètement, ça sert à quelque chose et que ça change la donne? Écoutez, moi, j'attends pour voir. La HALD, Schweitzer, je suis pas très fan. J'ai pas l'impression qu'il y ait du concret réellement. Qu'il y ait du concret. Puis on a vu la polémique quand, au niveau de la HALD, ils ont fait une étude sur la lutte sur les discriminations à l'emploi, une étude qui visiblement a posé un certain nombre de problèmes parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de l'art pour effectuer cette étude, dont l'étude a été donnée à une personne qui était elle-même membre du comité de surveillance de la HALD. Vous savez, les mélanges des genres ne fait jamais bon ménage sur cette question-là. Et malheureusement, on se rend compte de plus en plus qu'au niveau des discriminations, certains les vivent de manière journalière et d'autres qui en vivent très bien en faisant des études chèrement payées 600 000 € pour faire une étude sur les discriminations alors qu'on les connaît. On sait très bien que les entreprises discriminent un grand nombre de Français qui n'ont pas la chance ou la malchance d'avoir la bonne couleur de peau qui satisfait tout le monde. Malheureusement, on se rend compte que ces études ne servent à rien et qu'il est préférable d'agir de manière plus Elles ne servent à rien peut-être, et en plus c'est renforcé par le fait qu'en France, les statistiques ethniques ne sont pas les bienvenues, ne sont pas acceptées, et du coup c'est très difficile de quantifier réellement le nombre. Mais ça arrange beaucoup de personnes qu'il n'y ait pas de statistiques. Moi j'appelle ça les statistiques de la diversité. Personnellement, je suis plutôt pour. Mon ami Barry Zacharie est plutôt contre. Donc on débat encore sur cette question-là. Je suis pour. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, il nous faut des indicateurs. Si on veut mesurer une politique publique, il faut avoir des indicateurs, savoir s'il y a une progression ou pas. Moi, je suis que pour une base volontaire et anonyme, il peut s'y avoir des indicateurs. Voilà.
pas au niveau de l'ethnie, on demande dans telle entreprise où ils se situent, est-ce qu'ils se sentent discriminés, et après, à partir de là, on voit si dans tel secteur, les gens progressent tous de la même manière ou bien si des personnes progressent moins vite que la majorité dans la population donnée. Voilà. Et vous êtes optimiste pour la suite? Moi, je suis optimiste parce que je lutte encore, parce que j'ai encore cette force-là. Je le serai moins quand j'arrêterai de lutter. Donc, dans la dynamique, on ne peut être qu'optimiste. Si à un moment ou à un autre, on arrête de se battre sur ces valeurs, je pense que la situation va devenir explosive en France. Merci beaucoup, Faisal Douane, d'être venu. Nos deux prochains invités sont tous les deux élus locaux. Ils nous donneront leur vision de la politique. Il s'agit de Joseph Sylvestre Garcin et d'Amirou Chlaïdi. Entrez. Garcin Joseph Sylvestre, bonjour et bienvenue. Bonjour. Amirou Chlaïdi, bienvenue. Bonjour. Merci. Vous êtes donc tous les deux élus locaux. Vous, Garcin, c'est en Normandie? En Normandie, la Haute-Normandie précisément, oui. Maire de Gaillarbois-Crescenville, c'est ça? Tout à fait, oui. Et vous, Amirou, vous travaillez à Suresnes? Je suis adjoint au maire à Suresnes. À Suresnes, et également président du club avéroise, voilà, dont on parlera tout à l'heure. Vous, Garcin, vous êtes originaire de la Martinique. Oui. Comme moi. Vous avez fait toute votre scolarité en Martinique? J'ai fait une bonne partie et après, je suis venu en métropole faire mes études comme beaucoup de compatriotes. Et je suis parti, donc je suis arrivé donc, en métropole, plus précisément en 1976. Donc ça fait déjà un petit bail, hein, ça fait déjà un petit bout. Et au départ, donc, je voulais faire des études de comptabilité, bon, ce que j'ai pu faire. Et puis après, chemin faisant, ça s'est enclenché sur d'autres choses. Quand vous êtes arrivé en métropole, donc, oui, parce que c'est comme ça qu'on dit, quand vous êtes arrivé en métropole, vous aviez donc largement votre culture martiniquaise, puisque vous avez grandi là-bas, vous parlez créole et vous parlez certainement encore créole, je suppose. Absolument, tout à fait, oui. Comment ça s'est passé l'arrivée en métropole? Pour quelqu'un qui vient de la Martinique, l'arrivée en métropole est assez surprenante, dans la mesure où d'abord il faisait très froid. C'est toujours ce qu'on entend en premier. Le choc thermique. Ah oui, tout à fait. Donc il y a déjà un choc thermique. Ça, c'est pas encore trop grave. Donc on est assez saisi, on a vraiment envie de repartir sur le moment. Et puis il y a le fait que, bon, on s'attend peut-être à un accueil différent parce que quand on arrive en métropole, on est un peu dans le schéma culturel des Antilles. Il y a un schéma culturel des Antilles qui veut que les gens sont gays, ils sont chaleureux et tout ça. Et puis, quand on arrive à Paris, au lit, bon, c'est pas tout à fait le même style. Donc, on est un peu surpris. Et donc, on se pose un tas d'interrogations que beaucoup de gens, dans mon cas, se sont posées. Et puis après, beaucoup de cas, c'est-à-dire la plupart des questions que les gens peuvent se poser, c'est est-ce que je reste ou est-ce que je repars? Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le schéma culturel des Antilles, il y a une ambiance familiale qui fait qu'on a du mal à se défaire un peu du cordon ombilical, de la maman ou du papa. Donc, ce qui fait que, pour une fois, on se sent livré à soi-même et on se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revient au bercail ou alors est-ce qu'on continue? Et puis, selon la motivation qui nous anime, on décide de continuer, ce qui a été mon cas. Quand vous êtes donc arrivé en métropole, que vous avez fait votre petit chemin, est-ce que vous vous sentiez martiniquais en arrivant ou vous vous considériez comme français? Ah, profondément martiniquais. Là, il n'y a aucun doute. Profondément martiniquais, c'est-à-dire, je me sens profondément martiniquais, un martiniquais qui va chercher quelque chose, mais avec tout ce que j'ai de plus martiniquais en moi. Tout à fait, absolument. Et ici, on vous considérait comment? Ici, alors, je ne sais pas comment j'étais considéré, mais en tout cas, pas comme un métropolitain. Ça, c'est sûr. Comment exactement, je ne sais pas, mais pas comme un métropolitain. Bon, on peut dire, je n'ai pas tellement fait attention au regard des gens, dans la mesure où j'avais quelque chose de très précis en tête. En revanche, j'ai pu observer au passage que le regard que jetaient les gens n'était pas celui auquel je m'attendais. Si on voulait, il faut toujours repartir d'un schéma culturel dans lequel j'ai été trempé. Et ce schéma culturel faisait qu'on ne faisait pas de différence entre les gens. Aujourd'hui, moi je sais que c'est en métropole que j'ai appris à faire cette différence. Il y a les Arabes d'un côté, les Noirs de notre côté, les Blancs de notre côté, les Espagnols, les Portugais. J'ai découvert ça quand je suis arrivé à Paris.
Aux Antilles, vous avez des Chinois, vous avez des mélanges, vous avez des Syriens, vous avez des Indiens, et il n'y a pas cette différence. Tout le monde, en fait, on est issu à la même enseigne. Donc, si on voulait, toute cette mouvance est martiniquaise. Donc, il n'y a pas cette différence, si on voulait. Et arrivant en métropole, j'ai appris, mais là, c'est les Arabes, c'est les Africains, c'est les Antillais. Donc, ça aussi, ce sont des questions qu'on se pose. Les gens ne se mélangeaient pas, c'est ça? C'est l'impression que vous avez eue en arrivant? Oui, c'est que non seulement les gens ne se mélangeaient pas, mais on se demandait pourquoi il y avait cette différence. Parce que si on voulait, encore une fois, je dis, ces questions étaient liées du fait que moi, je venais d'un pays où il n'y avait pas, les gens ne se posaient pas ces questions. Moi, mon voisin... Mais ça veut dire que ce sont les gens ici en métropole qui vous ont fait sentir qu'il y avait des différences, ou c'est vous qui avez observé et qui avez conclu ça? Alors, il y a les deux. Il y a les deux. D'une part, j'ai compris qu'il y a cette différence, et puis après, il y a les gens qui vous font savoir que vous êtes différent. Et donc, c'est assez surprenant lorsqu'on n'est pas habitué à ça. Et la difficulté aussi, c'est qu'il n'y a personne pour vous aider à gérer ce type d'information. C'est-à-dire, vous prenez cette information comme ça en pleine tête et vous êtes déstabilisé parce que vous ne savez pas comment la gérer, cette information, quand vous n'êtes pas habitué. Et à cela, je me dis, il aurait été bien qu'il y ait des anciens, par exemple, une sorte d'association d'anciens qui accueillent les nouveaux pour leur faire comprendre que vous allez rencontrer un certain nombre de clichés. Ne vous arrêtez pas dessus, essayez de les gérer au mieux et nous sommes là pour vous aider à les gérer. Mais je veux dire, les 2 ou 3 premiers mois, ce n'est pas évident. Et quand vous ne savez pas les gérer, ces informations-là, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui échouent. Je peux comprendre. Et est-ce qu'il y a un repli, du coup, entre Antillais, quand on est dans ce cas-là? Je crois que le schéma de repli, c'est un schéma qui est naturel lorsqu'on a peur. Toute personne qui a peur a forcément le réflexe de se replier sur lui-même ou vers sa communauté ou vers sa famille. Donc c'est un schéma, c'est un instinct naturel, si on voulait. Dès qu'on a peur, on ne sait pas trop. On a peur de quoi? On a peur de beaucoup de choses. On a peur d'une ville qui est très grande. Il ne faut pas quand même perdre de vue, encore une fois, quand on vient de la Martinique ou de la Guadeloupe, d'une commune qui fait 3 000 habitants ou 5 000 habitants ou je ne sais pas, ou 1 000 habitants, on arrive dans une métropole comme Paris, mais c'est immense si on voulait. Donc, du coup, tous vos repères sont déplacés. Et vous n'arrivez plus à les retrouver. Vous arrivez dans une grande métropole comme Paris, mais c'est énorme, Paris. Et par rapport à quelqu'un qui vient d'une petite commune comme la Guadeloupe ou comme la Martinique. Donc après, il faut arriver à faire surface par rapport à tout ça, mais vous ne savez pas si vous faites bien. Parce qu'encore une fois, vous n'avez pas appris à gérer ce type d'information. Et la difficulté, c'est qu'il faut gérer ça rapidement. Et c'est ça la difficulté. C'est que vous n'avez pas le temps d'analyser tout ce parcours. C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de temps pour gérer ça. Il faut vous arriver lundi. On pourrait, bon, j'exagère un peu, mais c'est comme si vous arrivez lundi. Normalement, il faut être opérationnel le mardi. Et pour moi, c'est énorme ce qu'on demande à quelqu'un comme ça. Et je peux comprendre que des personnes rencontrent beaucoup de difficultés. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Vous, Ami Rouge, c'est un cas de figure complètement différente, parce que vous êtes né en France. Vous êtes d'origine algérienne. Vos parents sont nés en Algérie. Absolument. Vous avez grandi ici, hein, donc vous êtes français. Oui, je suis né à Nanterre en 68. Et mon père est d'origine algérienne, d'origine kabyle. Il est venu, en fait, on l'a incité à venir en France pour reconstruire, participer à la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, il a fait venir ma mère avec deux enfants. Et puis le reste des enfants sont nés ici en France. Et vos parents, quand ils sont arrivés en France, ils étaient considérés comment? Ils étaient intégrés ou ils avaient un... Non, ils étaient intégrés. À l'époque, nos parents, quand ils sont arrivés en France, ils étaient de la manœuvre, hein, point c'est tout. On ne se posait pas de question de savoir s'ils avaient des penchants culturels, s'ils avaient des demandes en termes de droits civiques, etc. Non, ils étaient d'ailleurs en plus ghettoisés. Moi, mes parents, ils viennent des bidonvilles de Nanterre. On les a mis là. Ils n'ont pas cherché forcément à rester entre eux, mais on les a poussés à vivre dans ces coins. Et puis, dès qu'on a pu effectivement obtenir un HLM, on a obtenu d'ailleurs un HLM à Suresnes, on est parti. On s'est retrouvé une des rares familles immigrées de Suresnes. Et vous, quand vous avez grandi donc à Suresnes après, vos parents ont essayé d'entretenir la culture algérienne pour leurs enfants ou pas du tout?
Ils ont, disons que, à la maison, on parlait français. Mes parents, quand ils avaient des choses plus privées à se dire, plus confidentielles, ils parlaient kabyle. De là où on a pu apprendre le kabyle, parce qu'on se concentrait sur ce qu'ils avaient à dire. Parce que dès qu'ils voulaient se dire des choses, ils parlaient en kabyle. Et alors la culture, oui, parce qu'on y allait régulièrement en Algérie, au moins une fois par an. Mais mes parents avaient le sentiment qu'on vivrait Ici. en France. Ouais. Donc ils avaient le sentiment qu'on s'enracinerait ici en France, même si, comme tous les parents immigrés, ils avaient le projet de construire une maison. D'ailleurs, la maison est construite, mais elle est quasi vide, quoi. Il n'y a que le père qui fait les voyages aller-retour. Mais la vie est ici. La vie est ici, ouais. Ouais. On est enraciné ici. Ouais. Vous aviez le sentiment d'avoir une double culture, ou vous étiez français non, et uniquement... Non, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir une double culture. J'avais le sentiment d'être un enfant, un Français parmi les autres. Voilà. Après, il y avait le niveau social qui n'était pas le même. On était une famille très, très, très modeste, 9 enfants. C'était ça, en fait, la grosse différence à l'école ? La grosse différence, ouais, c'était le milieu social. Ce n'était pas les origines culturelles. Non. Voilà. C'était compartimenté. C'est quoi? C'est les camarades qui font remarquer, ou on s'en rend compte tout seul parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que... Oui, et puis à l'époque, c'était un peu la mairie qui dotait les familles modestes en vêtements, etc. Et donc on était, notamment à la rentrée scolaire, on était tous habillés de la même manière, et donc on reconnaissait les filles et les fils de familles très pauvres parce qu'ils étaient habillés de la même manière. Donc ça crée quand même certaines frustrations, certains complexes entre enfants, voilà, mais sinon pas de racisme. Ça motive, ça, pour quand on est enfant et qu'on remarque les différences sociales, en tout cas. Est-ce que ça motive pour, je sais pas, travailler mieux à l'école, pour se dire qu'il faut absolument réussir si on veut pouvoir s'acheter Oui, moi j'ai tout de suite compris, on me l'a dit et je l'ai compris, que l'école était un levier de l'ascension sociale. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi, aujourd'hui, je suis effectivement élu local à Suresnes. Je suis délégué à la voirie. Et le directeur du pôle voirie, c'est celui qui était à Saint-Cloud, où mon père était cantonnier et donc répondait. Et donc, la personne a rencontré en une génération le fils et le père. Donc, le père cantonnier, le fils maire adjoint. Donc, et ça n'est possible que parce qu'on a une école républicaine que je trouve plutôt sérieuse en France. Voilà. Et donc le fameux liberté, égalité, fraternité de la République française, de l'école française, c'est d'actualité, c'est vrai? Ça a été le cas aujourd'hui. Il y a, je trouve que l'État français finance un peu moins, je trouve, a moins d'intérêt sur l'éducation que sur les prisons. J'ai l'impression qu'on crée plus de places de prison qu'on ouvre d'écoles aujourd'hui dans ce pays. Donc, pour moi, c'est un pari qui n'est pas un bon pari, quoi. Parce que pour empêcher justement les problèmes par la suite, à l'adolescence ou plus jeune, c'est à l'école qu'il faut commencer. Ah, oui, c'est sur l'école qu'il faut miser, sur les infrastructures et puis surtout sur les profs. Oui. Donc il en faut plus, il faut les payer. Moi je vois les écoles, les effectifs saturent, quoi. C'est 32 élèves par classe et c'est pas possible d'avoir, notamment quand on a des enfants d'origine immigrée qui ne maîtrisent pas forcément la langue du pays. Et dont les parents ne parlent pas nécessairement la langue aussi. Oui. Moi la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des bons profs et deux, d'avoir une libraire dans le quartier qui nous aidait, faisait du soutien scolaire, parce qu'à l'époque c'était pas pris en charge par les collectivités. Donc elle nous a pris en charge. La libraire qui vous a ouvert à la culture, à la littérature totalement, en tout cas. Totalement. Ouais. Et elle s'occupait même de nous amener dans les musées. Donc voilà, elle avait le rôle d'une seconde mère. Et effectivement, elle nous a beaucoup éclairé. Absolument. Aussi. Alors comment vous en arrivez à la politique ? Vous, Garcin, je sais que vous avez quitté Paris donc pour la Normandie. Oui. Mais vous n'étiez pas du tout dans la politique au départ. Vous avez un bagage de gestionnaire en finance, c'est ça? Tout à fait. Alors, avant de parler un petit peu quant à la manière dont je suis arrivé à la politique, je voulais juste compléter quelque chose dans ce qu'il a dit par rapport à l'éducation.
aussi que je me rappelle, j'étais en CM1. Je rappelle pour la circonstance que je suis ici d'une famille d'agriculteurs. Et un jour, on m'avait demandé un cahier. Et ce cahier, je ne pouvais pas l'apporter. Et j'avais demandé à mes parents, et soit ils n'avaient pas d'argent, ou soit ils avaient fait semblant de ne pas entendre. En bref, je n'avais pas pu amener le cahier. Et le professeur, il m'a demandé de sortir de sa classe, et il m'a donné une colle d'1 heure. Et je me rappelle très bien, et je me rappellerai toute ma vie, d'une enseignante. Je vais citer son nom pour la mémoire, parce que maintenant elle n'y est plus. Elle s'appelle Madame Marie-André Bouton. Et elle passait, c'était une enseignante, et elle passait, elle connaissait mes parents. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Normalement, tu devrais être en cours. Je lui explique que j'avais besoin d'un cahier, mes parents ne me l'ont pas donné, et on m'a demandé de sortir de la classe. Et elle me prend par la main, elle va avec moi dans un magasin, elle achète le cahier, et elle me dit, plus jamais je ne veux te voir sécher un cours. Tu dois comprendre que, et ça je me rappelais tout le temps de cette phrase, tu dois comprendre que le pouvoir passe par le savoir. Donc cette personne, voilà quelqu'un qui avait vraiment la vocation de l'enseignement. Si on voulait, elle a pris de son argent, elle est allée à une boutique, et ça j'oublierai jamais. Et si ça se trouve, peut-être que je suis devenu, la personne que je suis devenue, c'est peut-être grâce à ça. Vous, Amirouche, le fait de travailler maintenant comme élu à Suresnes, c'est quoi? C'est une façon de redonner en quelque sorte ce que la municipalité vous a donné, vous, quand vous étiez enfant, ou je fais de la psychologie de base? Non, non, mais c'est globalement ça. Alors d'abord, je ne travaille pas, hein. Moi je suis élu, donc à côté, j'ai un vrai travail dans une agence de communication, mais à Suresnes, c'est une fonction d'élu. Et donc, je m'occupe de la délégation, effectivement, à la voirie, au transport, etc. Et effectivement, enfin, mon engagement, il vient du fait que j'ai le sentiment, moi, d'avoir énormément reçu et qu'il faut que je redonne ce que j'ai reçu. Et donc, j'aime cette ville, je suis enraciné dans cette ville depuis toujours. Et donc, voilà, j'ai envie de servir cette ville et en particulier les gens qui y vivent. Et donc, c'est naturellement que, enfin, en 95, le maire m'a demandé de figurer sur sa liste, et puis ensuite voilà, il m'a confié des responsabilités, mais c'est une charge pour moi. C'est pas sincèrement, ça n'est pas un plaisir. J'ai pas de plaisir où je ne m'épanouis pas à faire l'élu. Simplement, c'est une charge, c'est une responsabilité qui consiste à servir, et voilà quoi. Mais là, j'en suis déjà à mon 3e mandat, donc je ne ferai pas ça toute ma vie. Vous, Garcin, donc vous êtes rentré en politique, vous avez été élu maire, donc rappelez-nous le nom de la ville. Gaillarbois, Cressanville. Cressanville, voilà, en Normandie. Il y a 500 habitants, je crois. Moins de 500. Moins de 500 habitants. Moins de 500 habitants. Alors comment ça s'est passé? Parce que vous n'aviez pas d'expérience en politique, comment vous êtes arrivé Alors, ça s'est passé de la manière très simple. J'ai fait construire dans cette commune il y a 2 ans. Et j'ai voulu savoir un petit peu comment les décisions se prenaient au niveau de la commune. Donc l'idée m'est venue de m'inscrire tout naturellement en me disant, bon, j'espère au moins que je serai élu et je pourrai faire partie du conseil municipal. Et je n'avais pas pour ambition de devenir le maire de la commune. Et par contre, j'ai pris cette décision à 3 semaines des élections. À 3 semaines des élections, l'idée m'est venue parce que, si on voulait, dans mon caractère, j'aime pas trop subir les choses. Et je me suis dit, si on ne fait rien, j'aurai quelqu'un qui sera à la tête de la commune, qui pourra partir dans des projets un peu n'importe comment et que je pourrais subir. Et la question qu'il faudrait que je me pose pendant 6 ans, c'est qu'est-ce que tu as fait pour éviter ça? Donc voilà, je me suis mis en quête d'aller chercher des colistiers. Et c'était assez humoristique, je pourrais dire, mais quand même très profitable sur le plan de l'expérience. Pour quelle raison? Il faut savoir que depuis 2 ans que je suis dans cette commune, je ne connais pas grand monde, hormis mes 4 voisins les plus proches. Donc, vous devez être repéré, hein, si vous êtes une des rares familles noires dans le coin, vous devez être repéré. Des noirs, il n'y en a pas beaucoup, pour ne pas dire j'étais le seul. Et après, j'ai découvert qu'il y avait un autre monsieur d'origine africaine. Donc, si vous voulez, nous sommes 2. Mais au moment où je prends cette décision, pour moi, je suis tout seul parce que ce monsieur, je ne le connaissais pas. Et donc, vous êtes perçu comment par les habitants? Comme un candidat lambda, enfin, comme... Aujourd'hui, alors j'ai été surpris agréablement sur plusieurs niveaux. Le niveau 1, c'est quand j'ai pris la décision d'aller voir les gens,
je n'avais pas d'autre possibilité dans la mesure où à 3 semaines, j'avais plus le temps de faire un meeting. Donc j'étais bien obligé de faire du corps à corps, donc d'aller chez les gens en disant, bon voilà, je m'appelle Joseph Sylvestre, j'ai décidé de me présenter aux élections, donc je viens vous trouver pour vous dire un petit peu comment je vois les choses. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, alors bien évidemment, j'ai pu faire ça que le dimanche, puisque je travaille en semaine. J'ai pu faire ça que le dimanche. Alors là où je vous dis que c'était très rigolo, c'est que le dimanche, en Normandie, essayez d'imaginer, le repas commence à midi, se termine généralement vers 16h30. C'est le repas de famille, c'est le bon repas de famille. Donc essayez d'imaginer un noir qui vient frapper chez les gens, interrompre le repas pour parler de politique. Le matin, ils sont à la messe, c'est ça? Bon, le matin, ils sont à la messe. Donc les gens se disent, mais il est vraiment gonflé ce type pour venir ici nous parler de politique. Alors, j'ai eu des réactions du style, c'est culotté, mais j'apprécie beaucoup. J'ai eu des réactions du style, ah, au moins vous êtes venu me voir. Mis à part vous, j'ai vu personne. Il y a d'autres réactions du style, ah, enfin, il fallait bien que ça commence un jour. Et puis, j'ai eu des réactions du style, parlez donc, je vous écoute. Voilà. Donc, les réactions étaient très mélangées. Mais à chaque fois... Oui, positives, les réactions. Mais à chaque fois, j'ai frappé chez quelqu'un, et ça, vraiment, je trouve ça vraiment super sympathique. J'ai été accueilli, mais avec une telle générosité, avec un tel enthousiasme que vraiment, j'étais surpris. Parce que, alors... C'est la vie de village, ça. Oui, c'est la vie de village. Ah, alors, si ça aurait tendance en ville, ils appellent la police. Mais ça aurait tendance à contredire ce qu'on entend sur le fait que les élus locaux, quand ils sont issus de la diversité française, ça fait fuir l'électorat. Ça aurait tendance à contredire. Mais justement, alors, moi, je suis arrivé avec une certaine appréhension, mais par contre, j'avais l'audace en moi. Je voulais y aller, bon, parce que quand je décide de foncer, bon, je suis un battant. Donc j'avais envie d'y aller et j'y allais vraiment franchement. Et partout où je suis passé, alors après, les gens, ils m'ont dit, bon, écoutez, je suis convaincu par votre candidature, je me ferai l'écho auprès de mes amis. Mais c'est comme ça que c'est parti. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux choses. Ma première grande conclusion, le monde, il est en train de changer. Et il faut que les gens comprennent que le monde, il est en train de changer. Ça, c'est la première leçon que j'ai tirée par rapport à l'accueil que j'ai eu. La deuxième chose, c'est que les gens ont envie de changement, mais tout de suite. Les gens ne veulent plus attendre. Ils veulent que le changement soit immédiat. Et puis la troisième chose aussi, c'est que les gens sont prêts à accepter le changement. Mais par contre, ils ont besoin d'être accompagnés. Mais ils sont prêts à accepter le changement. Et les élections l'ont démontré que j'ai été élu dès le premier tour, avec 9 personnes de ma liste sur 11. 9 personnes de ma liste sur 11 dès le premier tour. Donc ça veut dire quoi? Il faut savoir que je n'étais pas connu. En plus, je suis noir. J'arrive dans une commune en Normandie où je ne connaissais personne. Et ces gens m'ont porté, je pourrais dire, c'est les gens qui ont fait de moi le maire que je suis, parce que moi, j'ai pas fait de politique, puisque je ne pouvais pas en faire, je ne connais pas. Je ne connais pas. Ça aurait donc tendance à dire qu'effectivement, ce sont des clichés quand on nous dit que les élus de la diversité, ça fait fuir, quoi. Oui, enfin, vous avez certainement rencontré le cliché, il est beaucoup plus fort, notamment pour ce qui est des, on va dire, de la ruralité. On a l'impression que la ruralité, ils ont peur entre guillemets de l'invasion des immigrés, etc. Et pas du tout. Au contraire. Il en est l'incarnation parfaite. Il a dû incarner justement le renouvellement, la dynamique, et voilà. Enfin, Moi, je le dis à tous mes interlocuteurs qu'il n'y a pas de problème particulier avec la population française qui vit ces changements démographiques, cette mondialisation. Et qui en fait partie aussi, en plus. Voilà. Et donc moi, je pense plutôt que les véritables difficultés dans l'univers politique, c'est chez les décideurs politiques. Oui, c'est ça, c'est ce qui coince. C'est ce qui coince, oui. Ce sont les gens à la tête de ces institutions-là. Absolument. C'est eux qui coincent. Moi, je suis élu depuis 13 ans, là j'entame un nouveau mandat pour 6 ans, donc ça va faire 19 ans. J'ai jamais eu de réaction négative, si ce n'est d'autres élus.
Ouais. Et, mais pas de la pas des citoyens. Pas de la population. La population, elle attend un service, elle attend de la proximité, elle attend de l'écoute, elle attend de la pédagogie, et qui vous soyez, d'où vous veniez. Et puis en plus, moi, j'incarne l'enracinement. J'ai toujours vécu dans cette ville-là. Je ne sais pas si vous, c'est un second enracinement, cette ville-là, mais moi, c'est ma ville. Les gens m'ont vu grandir dans cette ville-là, donc j'ai pas eu de soucis particuliers avec la population. C'était un peu différent avec les élus, quoi. C'était pas toujours le même accueil. Vous êtes donc le président, on le disait tout à l'heure, du club Averroès. Dites-nous un peu plus sur ce. En fait, moi, le club est né en 97. Oui, en 97, j'étais professionnel des médias et avec David Pujadas et d'autres journalistes en 97, on a décidé de créer un club qui fasse la promotion de la diversité dans les médias, parce qu'on s'était rendu compte quand même qu'il y avait peu ou pratiquement pas de représentation, et quand il y en avait, elle était souvent stéréotypée, et donc on a décidé à une quinzaine à se prendre en main et puis à essayer de changer les choses. Et on est parvenu à quelques belles réalisations, mais voilà, c'est un travail de très longue haleine, et encore une fois, la même chose que pour la politique, c'est qu'on n'a pas eu de réaction négative de la part de l'opinion publique, ni en termes d'audience, sur un certain nombre d'animateurs, mais les freins qu'on a rencontrés, c'est auprès des décideurs. Parce que dans les médias, ce qu'on entend souvent, notamment quand il y a eu plusieurs fois des colloques, notamment le colloque Écran Pâle, ce qu'on entend, c'est il faut du temps. Oui. Ça va se faire, il faut du 10 temps. ans. J'ai fait mais on est en 2008, quoi. J'ai fait un colloque avec le syndicat national de la publicité. Il nous a été dit, vous verrez, dans 10 ans ou dans 20 ans, les choses auront évolué. Et ceux qui attendent depuis 30 ans, ils attendent encore 20 ans. Et puis quelque part, c'est une réaction de bourgeois. Il est confortablement installé dans sa vie, et puis il dit à ses interlocuteurs, patientez 10-20 ans. Mais on n'a pas 10-20 ans. Qu'est-ce qui dit que dans 10-20 ans, ce sera... Non, mais on n'a pas 10-20 ans. C'est maintenant qu'on veut obtenir à compétences égales nos places. Étant donné qu'en France, il n'y a pas d'obligation de résultat. Le CSA, les chaînes ont signé... Il y a une obligation de diversité. Les chaînes ont signé différentes chartes, mais pour autant, il n'y a pas de sanctions réelles. Non, il n'y a pas de... Donc on ne peut pas quantifier réellement... par exemple, si une chaîne ne se plie pas à la diversité, il pourrait y avoir des conséquences. En l'occurrence, c'est pas le cas. C'est un peu sur la bonne volonté des personnes décideuses, quoi. En fait, non, c'est pas sur la bonne volonté. D'abord, toutes les chaînes, elles ont une convention avec le CSA, et dans cette convention, il y a une clause qui stipule qu'elles doivent montrer ou faire la promotion de la diversité. Et un certain nombre de chaînes et de radios, d'ailleurs, qui sont soumises à ces conditions-là, remettent chaque année un rapport au CSA. Pas toutes. Et là, moi, je m'étonne que le CSA n'interpelle pas les chaînes ou les radios qui ne remettent pas ce rapport-là, et que le CSA ne joue pas son rôle de régulateur, et qu'il ne pèse pas de son autorité pour réclamer au moins ce rapport-là, où effectivement, dans le rapport, on peut apprécier ou non la réalité ou non du travail de la chaîne en matière de diversité. Mais au moins que le CSA réclame à toutes les chaînes et toutes les radios qui sont en convention avec lui ce rapport, ce qui n'est même pas fait. Donc c'est pour vous dire, donc ça peut démotiver aussi les chaînes qui jouent le jeu, qui essayent de faire. Donc le problème, c'est qu'il y a des lois, il y a des conventions, il y a des accords, il y a des intentions, des bonnes intentions, mais derrière, il y a quand même très peu de réalité. S'il n'y a pas d'actes concrets, c'est un peu difficile de quantifier en plus les réels progrès. D'autant qu'en France, il n'y a pas de politique de quota, par exemple. Alors on est pour ou contre, mais c'est une mesure possible. Il n'y a rien de concret réellement. Il y a notre rapport Averroès. Mais c'est le seul. Voilà, c'est le seul. Nous, on pointe du doigt les bons élèves et les mauvais élèves. Et d'ailleurs, pour nous, le CSA, je suis désolé de le dire, est un mauvais élève sur la question de la diversité aujourd'hui. Parce que, je vous dis, il n'interpelle pas... Il y a pourtant un pôle diversité qui a été créé. Oui, voilà, c'est plein de bonnes intentions. Voilà.
Et le on CSA s'y a créé un consacre pas observatoire de la diversité alors que c'est une autorité de régulation. Moi, ça, je ne comprends pas comment, autorité de régulation, on puisse faire observatoire. Non, il n'a qu'à user de son autorité vis-à-vis des médias qui ne jouent pas le jeu. Est-ce que ça, c'est pas une façon de détourner le problème? Oui, c'est une régression, c'est ce que je dis. Et il faudra malheureusement attendre un jour une nouvelle crise pour qu'on aborde frontalement la problématique de la diversité, partout d'ailleurs, pas uniquement sur les médias, mais en politique et puis dans le milieu économique. Vous pensez que la HALD, ça change quelque chose aujourd'hui? La haute autorité de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Franchement, d'abord, la HALD, ce n'est pas une initiative française, c'est une initiative européenne. Et la France fait partie des pays à l'avoir mis en dernier. Voilà. Et moi, je suis toujours étonné par les nominations, notamment à la tête de la HALD. D'abord, extraordinaire. La HALD, elle prend à sa tête le patron de Renault. Quand on connaît les cas de discrimination à Renault, quand on connaît l'intérêt ou le non-intérêt de Schweitzer à l'époque où il était patron de Renault pour les questions de diversité et de discrimination, il n'en avait aucun intérêt. Et soudain, il se retrouve président de la HALD et là, il a un intérêt sur les questions de diversité. Donc déjà, je trouve que, je ne connais pas Schweitzer, mais je pense qu'il y a une erreur de casting, en tout cas d'intérêt. Et puis, enfin, moi, je suis allé 2-3 fois à la HALD, le personnel est blanc. D'accord. Est intégralement blanc. Et les rapports de la HALD, c'est, encore une fois, enfin, c'est des bonnes intentions. Et on a entendu le scandale de Damadieu qui avait fait pour 750 000 € une étude très bancale sur les cas de discrimination en entreprise. L'étude n'a pas pu sortir dans sa totalité parce que c'était bancal et que ça n'a pas été fait de manière très professionnelle. Mais à côté de ça, il y a quelqu'un qui a encaissé 750 000 €. Moi, j'ai envie de dire, les discriminations, il y en a qui les vivent et il y en a qui en vivent. Ça devient un business. Constamment, oui, ça devient un business. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand, à la tête des chaînes, à la tête de la HALD, à la tête du CSA, etc., ce sont toujours la même élite, donc on revient à... Patron de Renault, patron de la HALD. À un homme de plus de 50 ans blanc, c'est ça en gros, l'élite? Ouais. Donc si c'est toujours les mêmes, à un moment donné... Enfin, comment on fait pour que ça change? Moi, j'ai 31 ans, je regarde la télé donc depuis assez longtemps, et il a fallu attendre 2005 pour que je voie un présentateur noir aux 20h. Et je suis française. Ouais. Et il est français aussi. Il y a énormément d'encre qui a coulé sur le fait qu'un noir arrive. Il est français depuis. Il faut se dire aussi une chose. Qu'est-ce qu'on fait? On persévère, on continue. Il faut se dire aussi une chose, c'est que les choses vont bouger avec les nouvelles générations qui arrivent. Pour quelle raison? Parce que les générations précédentes, les personnes qui nous ont précédés, que ce soit les parents de cet ami ou que ce soit des personnes qui ont l'âge de mes parents, leur première préoccupation, c'était d'abord d'exister et de faire exister leur famille. Ils n'avaient pas pour préoccupation de faire des études. Donc, c'était d'abord d'exister, de faire en sorte que leurs enfants puissent exister, que leur famille puisse... Et de s'intégrer peut-être dans la société française aussi. Et de s'intégrer aussi. Nos parents ont toujours été intégrés. Hein, donc, si on voulait, aujourd'hui, il y a une autre génération qui arrive, où cette génération a moins, si on voulait, cette notion d'intégration, mais par contre a besoin d'exister par d'autres moyens. Et le canal, c'est les études, il n'y a pas de secret. Le canal, c'est les études. Donc aujourd'hui, un Antillais qui arrive en France en 60 et un Antillais qui arrive en France aujourd'hui ne voit pas les choses de la même manière. Un Antillais qui arrive en France, bon, son ambition se limitait à rentrer dans la police ou à l'hôpital, par exemple. Un Antillais qui arrive aujourd'hui a envie d'être architecte. Il a envie d'être médecin, vous voyez. Donc ça a bougé, ça. Et je pense que nous sommes là pour dire qu'il faut être optimiste. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, de jeunes, qui n'ont pas peut-être cette chance de venir s'exprimer sur ce plateau. Donc, je profite de l'occasion pour essayer de m'exprimer à leur place et pour les encourager, dans la mesure où ils ont des possibilités pour qu'ils continuent à faire des études, bon, qu'ils ne fassent pas de bêtises, des bêtises qui sont des fois regrettables au niveau d'une carrière professionnelle, et qu'ils bon, je sais très bien que ce n'est pas facile, mais il faut qu'ils essayent un petit peu de lutter parce que il n'y a qu'une chose qui peut nous tirer de là, c'est le savoir.
Si on n'a pas de savoir aujourd'hui, c'est assez dur, c'est très très difficile. Et l'optimisme, c'est que, en ce qui me concerne, depuis que je suis arrivé en métropole, j'ai jamais baissé les bras, jusqu'à maintenant. Et j'étais loin d'imaginer qu'un jour je serais maire d'une commune. Je le suis aujourd'hui et demain je ne sais pas où je serai, mais en tout cas je vais de l'avant. Donc c'est cet exemple que j'ai envie de communiquer à toutes les personnes qui m'écoutent, et que ces personnes soient antillaises, arabes, africaines, peu importe, portugais, espagnols, français, bien évidemment. Moi, ce que j'ai envie de communiquer à toutes ces personnes, c'est que il ne faut jamais baisser les bras. Jamais, jamais, jamais. Devant quel que soit le combat, il ne faut jamais baisser les bras, parce que c'est trop beau quand on a gagné, et puis on peut gagner on gagne des combats tous les jours. Et donc il faut gagner malgré tout. Oui, oui, mais moi aussi je suis optimiste, sinon j'arrêterais. Mais il faut lutter, et lutter, ça permet de forger des caractères. Mais moi on y arrivera, mais il faut effectivement batailler, il faut se battre, mais ils peuvent compter sur notre persévérance, bien sûr, moi je ne lâcherai pas. Donc, merci beaucoup à tous les deux d'être venus, bonne route, et puis j'espère que le combat va avancer. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez raté le début de l'émission, n'hésitez pas, www.demain.fr pour avoir les horaires de rediffusion. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau VIP Club. Salut.